Bonjour, bonjour, je m'appelle Jean-Loup Racine. Je suis DG fondateur d'une agence web à Nantes qui s'appelle Le Phare. Et je suis aussi cofondateur et fondateur plutôt d'un mouvement qui s'appelle les Data Maniacs, donc qui est un mouvement qui fédère les énergies autour de la data, et c'est un collectif aujourd'hui. Alors j'ai la mission d'animer aujourd'hui donc cet atelier, Yves Rocher, un chiffre d'affaires qui se chauffe au big data. Et pour cela, je vais être accompagné de 3 personnes. Donc Aline Deschamps, qui est responsable, enfin qui a créé Dacta, qui est data scientist. Aline va être notre expert. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur Dacta, Aline, s'il te plaît? Donc oui, j'ai créé Dacta en 2016 et c'est une société qui en fait accompagne les sociétés et organismes publics dans la valorisation de leurs données. Et puis je suis également organisatrice d'un événement data à Nantes, le Salon de la Data. C'est ce que j'allais dire. Aline et Thomas Fournaise, avec leur petit bras, ils organisent un très très beau salon en septembre prochain sur la data. C'est ça, le 10 septembre à Nantes. Voilà. Et puis nous, on a la chance d'avoir aujourd'hui 2 Rennais, donc Mélanie Simon, Pierre-Antoine Grosbras, du groupe Yves Rocher. Donc Mélanie, vous êtes responsable du marketing client. Alors si vous pouvez nous décrire un petit peu votre journée, une journée type. Moi, je m'occupe particulièrement de tous les plans de contact avec les clientes. Donc la relation avec les clientes, c'est leur adresser des mailings papier, puisque Yves Rocher envoie pas mal de mailings papier, des emails, les SMS, enfin tous les médias propriétaires qu'on a pour entretenir et enrichir la relation avec les clientes. Voilà, donc Mélanie, c'est la mise en action de la data, on va dire ça comme ça. Et puis Pierre-Antoine, il est responsable du pôle data. Alors, c'est quoi le pôle data? Le pôle data, c'est créer de la valeur avec les données dont on dispose sur nos clientes de 2 façons assez distinctes. C'est d'une façon très opérationnelle, c'est-à-dire pour manipuler la donnée et adresser les plans de contact dont vient de parler Mélanie, c'est-à-dire être vraiment pertinent quand on envoie un message à une cliente, et puis aussi parfait dans l'exécution aussi de ces process qui sont au cœur de notre business. Et puis l'autre partie de nos missions, c'est utiliser cette donnée pour mieux comprendre ce qui se passe, anticiper, compter les clients de façon assez simple ou assez compliquée pour personnaliser, comprendre ce qui va se passer dans les attentes de nos clientes. Merci Pierre-Antoine. Donc Pierre-Antoine, c'est donc l'analyse, comme vous l'avez compris. Donc avec Mélanie, Aline et Pierre-Antoine, on va vous parler de données, de réflexion, de mise en action, de capital, à quoi ça sert, comment ça marche. OK? Alors, pas que j'oublie mes petites missions. Normalement, ça marche. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous parler de ça. Donc, en fait, là, on est dans une configuration avec donc l'interview de Pierre-Antoine, Aline et de Mélanie. Pendant une trentaine de minutes, on va discuter ensemble. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous connecter sur Evals, parce que vous pouvez vous-même poser des questions. Donc, je vous suggère donc d'aller sur evals.fr, d'ouvrir le site, de mettre le code, d'y intégrer le code DC19. Et en y intégrant ce code-là, vous allez arriver sur, donc vous allez choisir votre session. La session, c'est celle qui est en cours, donc cet atelier d'aujourd'hui, là, à midi. Et puis, vous pouvez poser vos questions, excusez-moi. Et à la fin, dans 30 minutes, un des collaborateurs d'Evals va recueillir toutes les questions et puis fera son choix et posera des questions directement donc à Pierre-Antoine, Mélanie et à Aline. Ça vous va? On est parti. Ça marche. Alors moi je me souviens, quand j'étais jeune et même petit, je me souviens chez ma grand-mère, il y avait un magazine, ça devait être Modes et Travaux ou un magazine comme ça, puis on y voyait un monsieur qui était au milieu des champs. Puis ce monsieur, enfin au milieu des champs avec des fleurs, je me souviens de ça, cette image-là. Et ce monsieur-là, il s'appelait donc Yves Rocher, vous l'aurez compris. Et à cette époque, alors j'étais très très loin d'imaginer que j'allais faire ce métier, mais surtout très très loin d'imaginer que derrière ce monsieur se cachait la donnée ou la data. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi, en fait, aujourd'hui, la data ou la donnée est dans l'ADN d'Yves Rocher. Qui veut? Mais effectivement, c'est le début de l'histoire, en fait. Yves Rocher, vous savez sans doute que ça a commencé par de la vente par correspondance en 1959.
Et d'ailleurs, c'était un pari un peu osé de M. Rocher, puisque vendre des produits cosmétiques à distance, ça ne va pas de soi. On attend, dans le choix de ces produits, de les toucher, de les sentir. Et donc, les vendre à distance, c'était un pari. Et c'est, en fait, quand on vend à distance, on a forcément de la donnée, puisqu'on sait à qui on s'adresse. Et puis, donc on sait ce que nos consommatrices font, en fait, et on leur écrit, il y a une interaction. Et donc, en fait, ces deux choses-là, c'est la connaissance de sa clientèle et l'interaction directe avec les clientes sont au cœur du business model, à tel point que quand les premiers magasins ouverts en 1969, c'est resté. Dans le modèle de retail physique, avec l'ouverture des cartes de fidélité, avec un programme de fidélité, on a gardé ce lien direct avec les clientes et on a gardé aussi ce modèle de marketing direct, c'est-à-dire d'interagir avec la cliente, de lui adresser des offres personnellement. Et puis, donc aujourd'hui, même si nos ventes sont majoritairement en magasin, puisque c'est à peu près 75%, 80% de nos ventes se font en magasin physique en France, malgré ça, on a gardé ce modèle d'interaction et de sollicitation de nos clientes avec de la donnée, c'est-à-dire de la captation d'informations sur les clientes. Donc, c'est ce qu'on appelle la VPC en l'occurrence. Hein. Donc, vous êtes VPCiste par nature, vous agissez comme tel, appuyé sur un réseau physique de magasins. Donc la donnée, c'est ce qui crée la relation, en fait, qui crée du capital, c'est ça. Et c'est votre capital à vous. En chiffres, on n'en a pas parlé, alors en termes de nombre de clients actifs Alors les ordres de grandeur, c'est en France, on a à peu près 8,5 millions de clientes actives, c'est-à-dire qui viennent régulièrement acheter chez nous, donc soit en magasin, soit sur le site internet. Donc ça fait à peu près entre 25 et 30% de la population féminine française en âge de consommer. Et puis, et si on ajoute les clientes qui sont venues à un moment ou à un autre acheter chez nous, on dépasse les 12-13 millions de clientes, c'est-à-dire voilà. Et donc oui, on est une marque très implantée en France en tout cas et très populaire. Et vous avez le nombre de magasins, c'est ? On a 686 magasins. Presque 700, voilà, l'ordre de grandeur, c'est 700 magasins. Donc un maillage assez serré, hein. Il y a peu d'enseignes en France qui ont autant de points de vente. Bravo. Alors, si la data a toujours été pratiquée chez Yves Rocher, dans l'entreprise, pourquoi est-ce que les besoins ont changé ? Qu'est-ce qui a changé entre 1959, parce que c'est ça, hein, la date de création à la GACI, et maintenant, du point de vue du marketing, Mélanie ? J'ai envie de dire tout. Tout a changé. Pour Yves Rocher, c'est un modèle qui s'est transformé. On a toujours été dans une relation très de proximité avec nos clientes. Quand vous voyez sur les réseaux, il y a 2 personnes qui n'oublieront jamais ton anniversaire, ta mère et Yves Rocher. Ça montre bien à quel point la relation, elle est là, elle est créée. On a des médias qui ont évolué. La relation a commencé avec le papier et puis on a tout de suite vu qu'il y avait des médias qui enrichissaient les possibilités. On a des attentes aussi de nos clientes qui évoluent. On a énormément de clientes, c'est ce que disait Pierre-Antoine. Donc forcément, on en avait un petit peu parlé en disant est-ce qu'il y a un profil type chez Yves Rocher ? Ben non, il n'y a pas de profil type chez Yves Rocher. Il y a trop de clientes pour avoir des profils types. Et justement, tout l'enjeu, c'est de pouvoir être capable de personnaliser, de répondre à des attentes, surtout quand on parle de beauté. Les attentes, elles sont extrêmement précises, intimes. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable de proposer les bons produits à la bonne personne, avec la bonne offre, avec le bon média. Et c'est tout ça qui fait aujourd'hui que les besoins évoluent. C'est ça, puis le parcours de vie vis-à-vis de la marque, il change. Moi, j'ai 2 filles, par exemple, je disais tout à l'heure, hein, elles sont à 15 ans, on est happé par une marque, celle-là, par exemple. Et vous disiez qu'après, la marque, les gens vivent une histoire avec la marque. Ouais, c'est ça. On voit vraiment des cycles de vie. On est petite, on a dans les femmes qui sont ici doivent avoir des souvenirs de produits qu'elles voyaient chez leur mère, chez leur grand-mère. Et puis après, on évolue, on va vers d'autres marques. Et puis on revient aussi chez Yves Rocher.
Tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de l'accompagner à travers tout ça, et puis de l'accompagner aussi dans ses parcours, on va dire omnicanaux maintenant, puisque ça va être ça aujourd'hui l'enjeu. On a un historique où nos réseaux d'achat étaient très silotés, et tout l'enjeu maintenant, c'est de réconcilier tout ça et de lui permettre de naviguer à travers nos différents réseaux. Alors justement, les silos, parlons-en. Parce que c'est une histoire qu'on vit dans plein d'entreprises, ça, l'histoire des silos. On parle d'organisation et de changement. Pierre-Antoine, la réalité chez Yves Rocher, enfin la réalité d'avant peut-être. En fait, la réalité, c'est que dans l'évolution dont on parle, en fait, il y a eu des modèles qui ont coexisté. Voilà. Et on a un patron de la DSI chez nous qui a coutume de dire que la complexité d'un système d'information reflète la complexité d'une organisation. Donc en fait, cette coexistence de la vente à distance et du retail a généré la coexistence de systèmes d'information variés. Alors, chacun de leur côté très performant, mais qui ont le défaut d'être un peu séparés. Donc aujourd'hui, on est encore dans cette configuration-là. On parle en interne, mais enfin, il n'y a pas de secret là-dessus, d'une dette technologique, puisqu'il faut qu'on vive avec ça. Et puis, c'est au cœur de notre business et on doit le changer. Donc, c'est le pari d'aujourd'hui. C'est pareil. Alors, on va y revenir, hein, parce que c'est vraiment un sujet important. Mais on voit bien la corrélation des deux sujets, c'est-à-dire une consommatrice ou un consommateur qui a un parcours avec une marque, et puis une organisation qui n'est pas forcément organisée, c'est le cas de le dire, pour la servir dans les meilleures conditions. Donc, l'idée, c'est de se mettre en ordre de bataille, justement. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre en ordre de bataille? Puisque, on l'a bien compris, la donnée est devenue stratégique pour la marque. Enfin, elle l'a toujours été, mais elle l'est de plus en plus, avec des nouveaux métiers, dans de nouveaux processus. Je veux revenir simplement sur les métiers. Comment est-ce que vous avez réussi à faire cohabiter ces métiers du marketing, de la data, de la DSI, enfin, des choses qui sont, je suppose, vécues par les entreprises qui sont représentées dans la salle? Pierre-Antoine? Alors, nous, c'est une coexistence de longue haleine, puisque on n'a pas en interne à convaincre le marketing ou à convaincre les services commerciaux de l'importance de la data. C'est vraiment une évidence pour nous que c'est au cœur du business. Donc, la problématique n'est pas là. La problématique est premièrement, s'organiser, de préparer ces changements. De préparer aussi dans un contexte où tout le monde parle de ça. C'est-à-dire que si on a l'impression à un certain moment quand on regarde les magazines de marketing que si on ne fait pas de data, on ne fait rien. Donc il faut aussi savoir garder les pieds sur terre par rapport à ces sirènes flamboyantes autour de la data. Et puis ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense aussi, ce qui est très important, c'est de savoir qui on est. Et donc chez Yves Rocher, on n'est pas une start-up, on n'est pas Amazon, on ne travaille jamais en révolution complète dans nos process. Donc donc il faut vivre tel qu'on est avec nos caractéristiques. Donc on se prépare, on prend le temps d'organiser les choses, d'embarquer tout le monde aussi. Je pense, beaucoup de problématiques de management, ces choses-là. Ce ne sont pas que des problématiques techniques, il faut que ces outils-là ils soient adoptés, qu'ils soient conformes aussi à la vie interne de l'entreprise. Et donc tout ça, ça passe par des tests, des projets, des sessions de travail, et puis beaucoup de coexistence au quotidien dans nos métiers. Donc c'est aussi un sujet RH, c'est ça, faire coexister les métiers. C'est culturel dans votre entreprise, on l'a compris depuis le début, là, ce qui est peu courant en fait. Donc c'est une opportunité, mais comment est-ce qu'on s'y prend pour faire naître des projets en fait, Mélanie? En fait, la difficulté quand on est déjà dedans dans la data, et particulièrement chez Yves Rocher où les investissements sont mesurés, estimés, enfin voilà, on n'y va pas comme ça. C'est de se dire qu'est-ce que ça m'apporte de plus que ce que je faisais jusqu'à présent. Et c'est toute la difficulté, c'est que quand j'entends on va se lancer dans la perso, on va faire ci, on va faire ça. Nous, en fait, on le fait depuis très longtemps. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus, de mieux,
qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va rapporter. Et donc, pour nous, l'intérêt, ça a vraiment été de mettre les équipes dans des positions qui leur permettent de se projeter sur des use cases. L'idée, c'est vraiment de se dire à quoi ça va pouvoir me servir et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus que ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, de regarder tout ce que ça peut rapporter, au-delà du chiffre d'affaires, mais aussi de l'optimisation de notre travail, de la rentabilité. Donc c'est ça, c'est arriver à se mettre dans des positions, des situations d'échange. On travaille pour le coup beaucoup avec Pierre-Antoine pour infuser, diffuser cette culture data, mais qui va au-delà de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc ce que vous appelez créer des prototypes en fait, hein, c'est ça ? Donc on travaille effectivement sur des prototypes, des POC. Donc l'idée c'est vraiment de se dire on teste, on prend, on se tient au courant, on met en place, on essaye. Et puis une fois qu'on a trouvé comment ça pouvait fonctionner, ce que ça pouvait nous rapporter, on y va. Voilà, alors on va parler du premier prototype. Enfin, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas c'est celui... Alors, si ça veut bien... Voilà. Premier prototype, premier pilote, je crois qu'il s'appelle Lookalike, c'est ça ? Oui, en fait, on a testé des plateformes techniques à partir de 2016, on va dire, sur 1 an et demi, 2 ans, comme le disait Mélanie, pour tester, pour voir de façon très concrète ce que ça pouvait apporter. Et là-dedans, dans ces projets-là, on a testé des choses très en lien avec le marketing, notamment la personnalisation. Et là, c'est vrai que quand on parle de perso et qu'on associe ça à la data, on pense tout de suite aux algorithmes très compliqués que font Facebook ou Amazon pour créer des ventes additionnelles. Et en fait, nous, alors c'est pareil, on ne peut faire qu'avec notre propre personnalité. Et c'est vrai que chez Yves Rocher, ça ne marche pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que les algorithmes ne suffisent pas pour faire une bonne personnalisation. Et c'est ça ce qu'on a découvert en travaillant sur ces sujets-là, c'est que quelle que soit la pertinence de recommandation d'un produit, généré par un algorithme aussi savant soit-il, ça ne marchera pas si on ne raconte pas une bonne histoire, si on ne se dote pas non plus de règles de bon sens pour exposer les produits. Par exemple, ne pas personnaliser une mousse à raser comme étant le produit préféré d'une femme, alors que probablement elle l'achète pour son compagnon ou son mari. Enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, donc voilà, en avançant comme ça, on découvre des choses de cette sorte-là. Pour revenir sur Lookalike, en fait, c'est quoi le principe au départ ? C'est quoi l'idée du départ et le principe Le principe du Lookalike, c'est se dire pour vendre un produit à une cliente alors qu'elle ne l'achète pas, on va regarder des consommatrices qui lui ressemblent. Lookalike, ça veut dire ressembler. Donc, et là, c'est vrai que pour faire ces choses-là, que j'exposerai très rapidement en quelques mots, c'est compliqué parce que en fait, la ressemblance traduit en algorithme, traduit en langage mathématique, c'est des calculs de distance. Et quand, je vous le disais, on a 8,5 millions de clientes, quand on doit calculer des distances entre un individu et 8,5 millions d'autres individus avec plusieurs variables, les machines telles qu'on les avait avant ne peuvent pas faire ça. Donc ça, c'est l'intérêt technologique, si vous voulez, du prototype. Et c'est important, enfin, c'est vraiment, il ne faut pas non plus nier l'apport technologique des technologies Big Data sur ces problématiques-là. Mais ce qu'on découvre en plus, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que l'algorithme qu'on va réussir à faire tourner, qui est très compliqué, ne suffira pas. Ne suffira pas parce qu'il faut qu'il y ait une charte de communication qui va bien. C'était le propos de Mélanie, il faut qu'il y ait du sens dans tout ça, quoi. Il faut qu'il y ait du sens et puis il faut qu'on enrichisse le principe du lookalike. C'est vraiment de se dire, aujourd'hui, on travaillait beaucoup avec les données qu'on avait des clientes, donc c'est son historique d'achat principalement. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'on peut avoir plein d'autres données qui nous permettent de lui proposer des produits, parce que finalement, quand on s'appuie sur l'historique d'achat, on lui propose les produits qu'elle a achetés. Quelque part, c'est bien, mais ça ne suffit pas et ça ne permet pas pour nous d'élargir un peu son périmètre d'achat. Donc tout l'enjeu, ça a été de se dire quelles sont les autres données qu'on peut prendre. Et les autres données, c'est effectivement la ressemblance avec des clientes qui lui sont proches et qui achètent, elles, des produits autres
qui serait susceptible de l'intéresser. Et puis après, ça a été de se dire, quand on a réfléchi, c'est de se dire quelles sont les autres données qu'on pourrait exploiter. Et les autres données, c'est de se dire, cette cliente-là, en l'occurrence, elle va très probablement sur notre site internet. Elle va très probablement faire des actions qui, à un moment donné, nous donnent de l'information sur ces centres d'intérêt à ce moment-là. Et c'est ça, tout l'enjeu, c'est de se dire, les données qu'on récupère, comment on les exploite, comment on en fait quelque chose qui finalement est pertinent pour la cliente, puisque si c'est avoir de la data pour avoir de la data, ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est vraiment comment on l'exploite pour en faire quelque chose qui, au final, convainc la cliente. C'est ça. Donc vous avez toujours le réflexe de l'usage, de l'utilisatrice, qui est toujours au cœur en fait, de votre dispositif. Il n'y a pas de données s'il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de données si ça ne sert pas à la cause de quelqu'un. C'est tout le travail qu'on fait avec Pierre-Antoine d'avoir justement les deux. Dit comme ça démystifie un peu la donnée ou la data, je trouve. Alors, on n'est pas après, ça n'empêche pas les paradoxes, tout ça. Et on est bien chez Yves Rocher, là, avec cet ordinateur, enfin, celui qu'on nous a trouvé. Alors, vous en avez parlé un peu, hein, Pierre-Antoine, je vais reprendre vos mots parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, en fait. La complexité des systèmes d'information reflète la complexité de notre organisation. On est chez Yves Rocher quand on dit ça, pourtant. Oui, absolument. Donc ça, c'est des lois de l'informatique. Je sais que les informaticiens aiment bien trouver des lois de l'humanité, d'évolution de l'humanité. Oui. Mais en tout cas, c'est une réalité chez nous. Et puis, la difficulté, c'est que c'est une dette très présente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas débrancher nos systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont au cœur de notre chiffre d'affaires, de notre business. Et à mon avis, c'est beaucoup plus facile de partir de rien, de partir d'une page blanche, puisque là, on peut sans action de changement, aller directement sur les systèmes les plus performants. Je confirme parce que c'est un sujet qu'on travaille pas mal. Et juste, on a fait intervenir un VPCiste qui est entre Nantes et Rennes dans le domaine de l'informatique il y a peu de temps, qui nous expliquait justement son agilité à lui. C'était d'être parti du web, en fait. Effectivement, donc beaucoup d'entreprises ont un héritage à gérer. Comment est-ce qu'on surmonte cette dette technique d'ailleurs, ou cette dette concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange de la réalité au quotidien, on fait quoi? C'est un travail de longue haleine, de patient, et puis qui doit être... c'est un travail de cartographie beaucoup, de voir ce qui est vraiment au cœur des systèmes. Les premières choses que l'on change dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle les référentiels. C'est-à-dire que là, on a des clientes en retail, des clientes en vente à distance, et puis jusqu'à il y a quelques années, ça donnait lieu à des référentiels clients différents. C'est-à-dire que quand j'étais client sur le site, je n'étais pas forcément reconnu en magasin. Donc la première chose qu'on fait, c'est un référentiel qui permet de reconnaître en temps réel qu'une cliente achète en magasin ou sur Internet. Idem pour les produits. Ce sont les mêmes produits qui sont vendus, mais pour des raisons logistiques, des raisons d'organisation et de process, on peut avoir des référentiels produits différents. Donc on met en place des référentiels communs. Et puis après, on avance sur les systèmes opérationnels en fait, d'exécution de notre business. Ok. Alors, cette belle aventure aussi, la donnée, la data, c'est du chiffre d'affaires quand même. Enfin, faut bien se mettre ça en tête. C'est pas ça pour rien, quoi. Ça sert la cause, comme disait Mélanie. Chez Yves Rocher, même ailleurs, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc un premier sujet là sur le chiffre d'affaires en l'occurrence, je crois savoir que Lookalike à l'origine a représenté la première année 1% du chiffre d'affaires du groupe, c'est ça? Ou de l'enseigne? Si on est un peu plus précis, c'est 1% de performance en plus sur notre marketing direct. C'est-à-dire que quand on est un petit peu plus performant pour personnaliser les produits qui sont mis en avant dans les mailings, on gagne un peu de performance. Mais comme le disait Mélanie, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a, comme ce système-là et l'aboutissement de longues années de maturation, de tests, d'évolution, eh bien les actions qui permettent un incrément sont rares. Donc c'est à la fois beaucoup pour ces raisons-là, et puis c'est pas non plus... Voilà, ça représente combien en chiffres? C'est 1%. 1% une cliente chez Yves Rocher dépense à peu près en moyenne 60 € par an. Voilà. Donc c'est l'ordre de grandeur, c'est ça. C'est qu'en étant un petit peu plus intelligent dans notre lien avec elle, on peut gagner entre 50 centimes et 1 € par cliente. D'accord.
Mais à l'échelle d'un groupe comme le vôtre, avec 8 millions de clientes, effectivement, ça commence à peser, quoi. C'est clair. Oui, alors après, c'est évidemment difficile d'isoler des actions comme ça. Alors, c'est très spectaculaire d'associer une évolution à un impact en chiffre d'affaires. En réalité, ce qu'on voit, c'est que il y a aussi des enjeux de fidélisation. C'est-à-dire que mieux on personnalise les produits, plus on va diversifier son panier d'achat. Et puis, une cliente qui achète plusieurs familles de produits chez nous est évidemment plus fidèle, puisqu'elle a moins de raisons d'aller dans une autre enseigne, d'aller chez Kiko acheter son maquillage ou chez Sephora acheter d'autres produits. Donc, il y a des effets aussi au long cours qui ne sont pas forcément chiffrables comme ça de façon aussi spectaculaire. Ok. Ça a aussi un impact aussi sur le développement des points de vente, d'après ce que j'ai compris. Oui, alors ça c'est un autre exemple de comment l'importance quand on fait des algorithmes de bien travailler avec ses clients. Donc on le disait tout à l'heure, on a à peu près 700 points de vente, mais il y a quelques années nous n'en avions que 500, 520. Et ce chiffre de 500, il a été comme ça, il a stagné pendant très longtemps. Et en fait, à un moment, la stratégie a été d'augmenter fortement notre maillage. Et donc, on avait perdu le savoir-faire de choix d'emplacement géographique de nos magasins. Et on avait finalement que des mouvements très faibles et très ponctuels de changement. Voilà. Et donc, les compétences en interne qui s'occupent de ça, dans notre jargon, ça s'appelle développeurs. C'est des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent les centres commerciaux, qui connaissent la vie d'un centre-ville et qui savent qu'un emplacement va avoir du potentiel ou pas. Et donc, nous, avec notre casquette data, de statisticien, on voulait amener une aide à la décision en se disant qu'avec de l'information statistique sur le territoire, ce qu'on appelle le géomarketing, on peut non pas remplacer le choix du développeur, mais l'aider. Et en fait, c'est difficile de faire coexister ces deux cultures. Une culture de calcul, d'algorithme, et une culture de connaissance du terrain. On se regarde un petit peu en chien de faïence des fois. Et en fait, on a choisi des algorithmes qui reproduisent un petit peu le mécanisme de choix d'un développeur, d'un homme de terrain en fait. Puisque un homme de terrain, quand il fait son choix, en réalité, enfin moi ce que j'ai compris en observant ça, c'est que il fonctionne par association. Ça lui rappelle quelque chose. Un centre commercial potentiel lui rappelle un autre qu'il connaît déjà parce qu'il y a un camailleux, parce que c'est la même surface du leader du supermarché. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des algorithmes qui reproduisent ça, qui lui dit non pas si tu ouvres un magasin dans le centre commercial, tu vas faire X centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais cet emplacement, il ressemble à cette liste de cas que l'on connaît déjà. Et en fait, l'algorithme produit ça, mais il reproduit un petit peu ce que fait la personne. Et ça permet d'adopter la technologie, en fait. C'est ça, donc la data, c'est du prédictif, c'est de l'aide à la décision. Sur l'espace Agora Ce qui est vrai. Président de la Caisse d'épargne Bretagne, Pays de la Loire, et M. Yves Tirode, CDO, vont vous parler des innovations digitales à la Caisse d'épargne. Ce qui est vrai pour le prédictif est vrai aussi pour le marketing. Et donc, c'est de l'aide à la décision. Ça change aussi votre vision par rapport aux investissements, je crois savoir. Tout à fait. Je pense que c'est au-delà du chiffre d'affaires, même si c'est hyper important et qu'on est hyper content quand on gagne quelques points de croissance avec ça. C'est vrai que la data, elle nous a surtout aidé ces derniers temps à arbitrer, à décider. Typiquement, quand on fait des investissements sur le web, que ce soit en display, que ce soit sur des supports dont on a un peu de mal potentiellement à traquer la performance. La data, elle nous a vraiment permis d'y voir un petit peu plus clair, notamment dans les parcours des clientes, et de se rendre compte que l'argent investi sur le web, il portait aussi ses fruits sur les ventes en magasin, et que ce parcours-là, on ne l'avait pas forcément identifié jusqu'à présent. On le sentait tous, on se doute bien qu'en étant présent sur des médias type Internet, on va avoir une présence à l'esprit et puis que ça peut se retrouver dans les ventes en magasin.
Mais malgré tout, quand on doit arbitrer des budgets d'investissement publicitaire, c'est bien de savoir que finalement, quand on lui a adressé ce message-là sur Internet, oui, elle est venue derrière dépenser en magasin. Elle est passée par le site Internet aussi. C'est un des enjeux qu'on avait sur le site, c'est de voir un petit peu quel était le parcours qu'elle pouvait avoir. Et on voit clairement que la cliente qui a été exposée à une pub sur Internet, qui vient derrière sur le site, finalement qui n'achète pas mais qui vient en magasin, elle a beaucoup mieux préparé son panier, elle sait ce qu'elle va acheter et clairement elle est meilleure. Okay. Donc ça, vous optimisez vos investissements, ça permet aussi de rationaliser globalement les investissements que vous faites. Merci à tous les deux pour ces interventions-là. Je vais donner la parole à Aline maintenant, qui est notre experte, pour avoir sa vision de cette saga data chez Yves Rocher. Je trouve que c'est un bon exemple en fait de passage, d'évolution en fait que la data peut amener dans les entreprises. Une première chose importante, moi, que je relève de ce que vous avez dit, c'est le fait que le retour sur investissement d'un projet data, c'est pas que du chiffre d'affaires en fait. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a des rebonds plus larges. Ça peut être une meilleure connaissance client, ça peut être justement une optimisation des process aussi, ou une optimisation justement des choix d'investissement. Où est-ce qu'on met les forces de frappe? Donc c'est intéressant à ça de dire voilà, faut voir au sens large. Et surtout, ce que vous disiez dans votre intervention tous les deux, c'est penser usage, penser besoin en fait. Des algos tout simples, juste des algos, s'il n'y a pas de réflexion derrière métier, à quoi ça va nous servir concrètement, ça servira à rien. Et puis... président de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, et Yves Tirode, CDO, vont vous parler des innovations digitales à la Caisse d'épargne sur l'Agora Pitch. Et puis en conclusion, du coup... Deux partenaires principaux, Caisse d'épargne et Niji, qui également vous convient à un moment convivial autour d'un cocktail ce midi sur leur stand. On y sera. Et donc en conclusion, je pense aussi un point important pour la réussite d'un projet data, c'est de penser équipe data. C'est pas juste le virtuose de l'algorithme, la personne qui parle à l'oreille de la data qui pourra tout faire. En fait, il faut vraiment impliquer les équipes métiers, que tout le monde soit impliqué dans le projet pour penser justement usage, et puis voilà, qu'il y ait une réflexion globale, pas juste des mathématiques, mais aussi du métier. Merci Aline, merci. Alors ça va être l'heure des questions que vous avez évidemment posées sur votre smartphone. Notre ami Sylvain Redondy, patron des Vals. Bienvenue Sylvain, patron des Vals. Eh bien, à toi de jouer. Bien, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, pardon. Je vais essayer de ne pas faire d'annonce micro. Alors, beaucoup de questions. On va voir si vous répondez. Il faudra répondre vite parce que comme on a beaucoup. Comment est structuré votre pôle data? Nombre de personnes, les profils, la mixité éventuelle, dites-nous. Alors, Yves Rocher, c'est pas que Yves Rocher, en fait, c'est un groupe. Mais pour Yves Rocher France, qui gère le business Yves Rocher en France, la marque Yves Rocher en France, c'est une dizaine de personnes et dont les missions se partagent entre des choses très opérationnelles, donc manipulation de la donnée, écriture de score très concret pour cibler les plans de contact. Ça, c'est la moitié de l'équipe, on va dire. Puis l'autre moitié qui fait de la data science ou des analyses statistiques pour comprendre, pour prévoir, pour créer des segments, des typologies. Très bien, merci. Une question, alors j'espère que vous n'ayez pas répondu à cette question, pardon. Quels partenaires ont accompagné le groupe Yves Rocher dans ses projets Big Data et pourquoi ce choix? Alors, il y en a plusieurs. Ce serait assez compliqué de les citer maintenant parce qu'on est encore, comme je vous disais, en phase de construction de notre projet. Donc, vous comprendrez que c'est difficile pour moi de les citer aujourd'hui. J'entends. Alors, une autre question, plusieurs questions de la salle qui est inquiète, peut-être. La RGPD. Apparemment, un sujet qui vous intrigue. RGPD et compte fidélité, un casse-tête. Comment gérez-vous cette contrainte? J'en mets quelques-unes comme ça, vous aurez le melting pot. Comment gérez-vous la RGPD dans vos algorithmes? Quelles sont vos limites intrusives dans la vie de vos consommatrices, notamment par rapport aux dernières évolutions des réglementations RGPD? Et quels ont été les impacts sur l'utilisation des données personnelles des normes RGPD? Voilà, un petit florilège des questions qui viennent de la salle sur le sujet. Allez-y. Alors, c'est évidemment un sujet qui nous préoccupe et qui nous occupe beaucoup depuis 2017.
et l'entrée en vigueur de la réglementation. Et, en fait, cette caractéristique dont on parle depuis le début, qui fait que la donnée cliente est au cœur de notre business, fait que déjà on est extrêmement scrupuleux et attentif sur la déontologie et la transparence de nos données. Donc, avant le RGPD, il y avait d'autres lois, les lois informatique et liberté, pour lesquelles on était, qui nous soumettaient déjà à des règles très strictes. Et puis, mais ça va au-delà, c'est-à-dire que notre préoccupation va au-delà d'un aspect réglementaire, c'est-à-dire que comme on a besoin de cette donnée pour interagir avec notre cliente, on a besoin qu'elle nous fasse confiance. Donc tout ce qui va entamer, même sur des aspects juste d'image, c'est-à-dire donner le sentiment, le simple sentiment qu'on n'est pas tout à fait clean, nous coûte. Donc on est déjà attentif à ça. Alors évidemment, le RGPD va au-delà de ça, va au-delà de cette déontologie et demande aussi des registres des traitements, de nommer un DPO, enfin tout un tas d'actions concrètes que l'on mène voilà, depuis 2017, tout à fait, alors en toute transparence aussi avec l'autorité de contrôle, comme on dit. Du coup, une question complémentaire sur ce sujet. Est-ce que vous avez déjà, alors au cours de ces 12 derniers mois ou un peu plus, vous avez déjà eu des attaques, entre guillemets, sur ce sujet-là, de consommatrices ou de consommateurs qui vous ont mis en difficulté, soit avant par la CNIL, soit aujourd'hui par les réglementations RGPD? Non, on a régulièrement des échanges avec certaines consommatrices qui veulent soit avoir le détail de ce que l'on fait avec l'information dont on dispose, et c'est normal, moi ça me paraît tout à fait légitime, et moi je trouve tout à fait normal que l'on ait cette transparence, soit qui demandent que l'on cesse tel ou tel traitement, et évidemment on agit immédiatement dans ce sens-là. Merci. On a une question totalement isolée, mais qui vaut vraiment le coup d'être posée. Comment intégrez-vous l'intelligence artificielle dans vos process? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Est-ce que vous êtes déjà un pied dedans? Dites-nous. Alors non, honnêtement non. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, on parle quand même d'une branche très précise de l'algorithmie, et on n'en est pas là. Alors évidemment, ça éveille notre intérêt. Alors je pense beaucoup plus sur des aspects logistiques, de supply chain sur ce domaine-là, parce que sur le plan marketing, il me semble, en tout cas pour le domaine dont on parle ici, c'est-à-dire la cosmétique et puis du marketing d'un produit de consommation, on n'en sent pas encore la nécessité. Voilà. On a en fait aujourd'hui un potentiel de produits, qui n'appelle pas encore, je ne sais pas ce que ça deviendra, mais qui n'appelle pas encore ce genre d'outils. Et puis on a plutôt tendance à se faire confiance avec déjà un équipement assez pointu sur l'analyse de la donnée cliente. Et vous faites de la veille justement sur ce point-là par rapport à peut-être vos concurrents qui iraient sur ce terrain-là, ou dans le marketing qui vous concerne? Est-ce que, sans que vous y alliez vous, mais peut-être que d'autres je pense que là, c'est plutôt la bonne volonté qu'on veut y mettre. J'imagine que les équipes data sont beaucoup plus intéressées. Clairement, en marketing, on a des enjeux qui sont très, très pragmatiques et qui peuvent être mis en place très rapidement. On a un potentiel maintenant à utiliser des outils beaucoup plus accessibles, avec un rapport entre l'investissement, l'énergie qu'on va y mettre, le temps qu'on va y mettre, qui font qu'on ne s'oriente pas sur ces sujets-là aujourd'hui. D'accord. On a une question sur le marketing direct papier. Ça vous intéresse ou pas? On la prend ou pas? Je vais voir si je peux y répondre. Donc Yves Rocher utilise encore beaucoup le marketing direct papier. Avez-vous déjà arrêté ou comptez-vous arrêter, car trop cher ou autre? Si oui, quel résultat attendu sur le business, le fait d'arrêter le papier? Est-ce qu'il y a des risques? Voilà. C'est en tout cas une très bonne question. Alors, c'est une très bonne question. Merci d'avoir posé la question. C'est une très bonne question, d'autant plus que Yves Rocher est une marque engagée qui a pleinement conscience des impacts qu'on peut avoir sur la planète. C'est un souci du quotidien d'être orienté sur ces questions à la fois de bien-être de la planète, des femmes.
Donc c'est au cœur de nos préoccupations et c'est tout le paradoxe qu'on doit gérer, c'est que on aimerait faire moins de papier pour ces raisons-là. Aussi pour des raisons de coût, hein. C'est très très cher le papier, c'est très cher d'envoyer du papier à nos clientes. Pour autant, c'est un média extrêmement privilégié, c'est un média très riche dans la relation qu'on a avec nos clientes. Aujourd'hui, c'est 80% de nos clientes, enfin 8 clientes sur 10 qui viennent dans un magasin, elles ont ce petit sésame à la main. Elles y sont très attachées. Donc on a fait beaucoup d'expérimentations pour limiter le papier. On rationalise, on a beaucoup rationalisé ces dernières années le nombre de papiers qu'on envoyait aux clientes. On s'appuie aussi du coup sur les médias digitaux. Pour autant, les femmes sont quand même attachées à recevoir ce petit carton, ce petit sésame qui en plus dans un univers où on en envoie, on en reçoit beaucoup moins, hein, les boîtes à lettres de courriers adressés. Je ne parle pas de toutes les pubs qu'on peut avoir, mais des courriers adressés, on en a beaucoup moins. Et c'est vrai qu'on le voit même sur les plus jeunes, parce qu'on a eu longtemps la conviction que les jeunes on pouvait certainement réduire la pression papier sur les jeunes. Et finalement, non. Elles sont aussi attachées, voire même plus, parce que finalement, qui leur écrit à part Yves Rocher, pas grand monde. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un attachement très fort à ce papier. Donc c'est un travail qui se fait sur la durée. Ça a des impacts de chiffre d'affaires immédiat quand on coupe du papier. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de digitaliser nos médias, mais de prendre le temps de le faire. Ouais, écoutez, il y a apparemment des connaisseurs dans la salle, moi je ne connaissais pas, mais on nous demandait si vous aviez des chiffres ou des tendances à nous donner sur le ROI des cartes print mensuelles envoyées à vos clientes et sur les emailing. Donc, voyez. On a bon, si on le fait, c'est que ça marche. J'ai envie de dire, voilà, tout est dit. Je vous disais, 8 clientes sur 10 qui viennent dans un magasin, elles ont ce papier à la main. Donc, ça montre toute la puissance de l'outil. Effectivement, moi je suis arrivée chez Yves Rocher il y a 5 ans, j'ai découvert la puissance de ce média-là, c'est des rendements, des taux de retour incroyables, donc c'est très puissant. Bon, alors on va passer du papier au digital de nouveau. Diriez-vous que votre force aujourd'hui, en tout cas, réside dans la capacité d'Yves Rocher à anticiper le besoin de vos clientes grâce à la data? Oui. Et ben voilà, ça c'est une réponse courte à une question bien posée. Bravo. Alors du coup, comment récupérez-vous le parcours de vos clients sur le site web? Est-ce qu'elles s'identifient majoritairement? Alors oui, elles s'identifient majoritairement, mais ce n'est pas la seule source de récupération de l'information, puisque dans le prototype dont je parlais tout à l'heure, on a testé et poursuivi, mis en production ce qu'on appelle une DMP, une Data Management Platform, et qui permet de réconcilier des données de parcours et des données first party, des données d'achat de clientes, même dans certains cas où elle n'est pas identifiée, où elle n'est pas loguée. Sachant qu'on a aussi, on envoie beaucoup d'emails et quand la cliente vient depuis ces emails, on sait l'identifier sans qu'elle ait besoin de se loguer aussi. Oui, d'accord, parce qu'on avait justement une question qui est: intégrez-vous des données de vos clientes issues d'autres plateformes, style Google, réseaux sociaux ou autres? Est-ce qu'il y a de l'interconnexion ou de la recherche de données qui viennent d'autres sources et que vous intégrez dans votre démarche Big Data? Non, peu. Alors déjà pour des raisons de déontologie, puisque pour faire ça, il faut que la cliente soit au courant qu'on le fait. Mais par contre, on peut avoir de la donnée statistique qui n'est pas nominative, mais qui permet d'extrapoler certains comportements. Et donc, il y a un exemple qui n'est pas digital, mais qui est par exemple la donnée géographique. Donc, en connaissant le lieu d'habitation de la cliente et en ayant de l'information statistique sur son lieu d'habitation, ça permet de mieux la connaître, d'une certaine façon. Eh bien, écoutez, il reste 2 questions. Eh bien, on va commencer par: est-ce que les datas sont aussi utilisées pour créer les produits de demain? Aïe, bonne question. J'ai envie de dire pas assez. Donc un peu d'une certaine façon, puisque toute la connaissance dont on parle, elle sert aussi à mieux connaître notre portefeuille produit, mais
là, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment des voies d'innovation et des voies de progrès là-dessus. Eh ben, la petite dernière, je l'avais gardée pour la fin. Y a-t-il une bataille de la data avec vos concurrents? Est-ce qu'on se dirige vers de nouveaux risques ou de nouvelles formes aussi d'espionnage? Alors, une question que oui, que je ne m'étais jamais posée, mais je crois pas, mais c'est vrai que, alors par contre, c'est vrai que alors on aborde cette question plutôt sur l'aspect réglementaire et déontologie, c'est-à-dire on doit veiller, on a des procédures de sécurité, d'accès aux données, mais c'est vrai aussi que il est facile aussi, maintenant il est plus facile qu'autrefois de faire transiter des informations, des fichiers clients assez lourds, des fichiers de données assez lourds. Donc, alors on a des procédures internes de cryptage, d'usage, etc. Mais évidemment, on peut se poser la question de l'espionnage et de transfert de données. En tout cas, déjà, merci pour toutes vos questions, merci pour toutes vos réponses. Et je redonne la parole à Jean-Loup pour la conclusion. Merci. Je vais faire très très court. Merci, je le redis, merci Sylvain. Merci pour ces questions qui étaient vraiment pertinentes et je trouve qu'on progresse. Enfin, ça fait 3 ans qu'on a monté le mouvement Datamaniac avec Samuel qui est parti là, non qui est là. Et je trouve que on a dépassé les questions du Big Brother, de toutes ces. On est vraiment sur des questions organiques qui servent la cause de l'entreprise ou des marques. Donc merci pour vos questions. Merci Aline, merci Mélanie, merci Pierre-Antoine d'être venu de si loin pour nous parler de tout ça, de Bretagne. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Oui, on a une session qui suit, je vais vous donner la parole, ça va être plus simple. À bientôt.